d'emblée, en fait, je suis obligé de vous dire que mon exposé, mon intervention va être scandaleusement insuffisante. Tout simplement parce que soit on dispose, je ne sais pas moi, d'une dizaine d'heures, on se quitte à 6 heures du matin par exemple, et puis on aura fait un petit peu le tour de la question, soit on est obligé de faire quelques choix, d'insister sur quelques petits problèmes, parce que vous imaginez bien que les pouvoirs de la parole, c'est un thème absolument gigantesque. Hein. On ne peut absolument pas faire le tour de la question. Bon, alors, du même coup, j'espère d'une part que je vais peut-être amorcer d'autres trois petites choses et que vous aurez par vous-même envie d'aller creuser un petit peu plus, mais déjà, puisque vous êtes là, je sais que vous avez le goût pour aller creuser ce genre de choses. Et d'autre part, il se trouve que même si j'ai dû faire des choix pour insister plutôt sur quelques thématiques que sur d'autres, j'aimerais quand même, pour commencer, mentionner quelques illustrations que je ne vais donc pas creuser vraiment. Et je voudrais quand même qu'on prenne conscience d'un certain nombre d'illustrations qui, très simplement, vont nous faire comprendre les pouvoirs de la parole et qui vont nous faire comprendre en quoi il est tout à fait justifié de réfléchir sur cette thématique, sur les questions que ça pose. J'ai récupéré simplement 5 ou 6 illustrations comme ça, sur lesquelles je vais aller très vite, mais je crois que c'est important quand même d'y passer. Première illustration, le pouvoir de la parole, il est évidemment énorme, par exemple, quand je dis « je t'aime » à quelqu'un. Ou bien quand on me dit « je t'aime ». Remarquez que l'importance est peut-être aussi énorme quand on nous dit « je ne t'aime plus » ou quand on dit à quelqu'un « je ne t'aime plus » ou « je te quitte ». Ça veut dire que quelques mots comme ça, extrêmement simples, des toutes petites phrases, eh bien, peuvent changer la vie du tout au tout en un quart de seconde. Bon. Je veux dire aussi que parfois, alors je ne vais pas insister sur les effets d'autres phrases comparables, mais c'est vrai que par exemple, on nous dirait c'est bon, on vous embauche, c'est vous qui avez le job. Il y a des gens pour qui ça y est, la vie s'ouvre tout d'un coup. Bon. Ou bien, je ne veux pas mettre les pieds dans le plat, mais si on dit quelque chose du genre, ou si on entend quelque chose du genre, désolé, mais vos analyses ne sont pas terribles, vos analyses sont pas bonnes, bon, voilà. Donc ça veut dire que, évidemment, sur des phrases aussi symboliques comme ça, aussi, entre guillemets, simples, mais d'un impact aussi énorme, on comprend tout de suite qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Les pouvoirs de la parole sont immenses. Hein. Ils transforment une vie en quelques secondes. Une autre illustration qui est souvent méprisée me semble, moi, pourtant tout à fait essentielle. Le pouvoir de la parole, ça se traduit à mes yeux par notre capacité de parler de tout et de rien ou de parler de la pluie et du beau temps. Moi, ça me paraît essentiel, ça. Alors, on va me dire, bon, c'est pas très important, très puissant, mais pourtant, je suis dans un ascenseur. Il y a quelqu'un d'autre que moi dans l'ascenseur. Et je suis amené, presque malgré moi, à adresser la parole à l'autre. C'est-à-dire que je suis quasiment incapable de rester indifférent à sa présence ou à son regard. Alors aujourd'hui, il y a le truc qui consiste à sortir son téléphone portable, à faire semblant de consulter ces trucs pour pas... Mais en règle générale, vous êtes dans des situations comme ça de proximité et on est amené presque malgré soi à essayer d'adresser la parole. Et on va parler du temps, on va parler voilà, qu'est-ce qu'il fait beau encore aujourd'hui, bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce cas-là, la parole, c'est donc le pouvoir, alors même très maladroit, même très convenu, mais c'est le pouvoir quand même de formaliser le contact avec l'autre, de donner une forme au contact avec l'autre. Et ça traduit en quelque sorte le fait que la présence de l'autre implique une communication en puissance. Il y a de très très belles pages de Merleau-Ponty par exemple là-dessus. C'est l'expérience, vous savez, du bar, vous vous mettez dans un café et vous fixez quelqu'un sans montrer aucune expression avec votre visage, ni clin d'œil, ni sourire, ni air méchant, ni quoi que ce soit. Au bout d'un moment, c'est intenable et la personne va se lever, va venir vous demander ce que vous lui voulez. Voilà, c'est très 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 difficile de ne pas exprimer quelque chose et quand c'est le cas, eh bien, on a du mal à faire face à ça. Bon. Ce qui fait que par cette parole-là, on comprend qu'il y a une sorte de lien potentiel, il y a une sorte d'échange de discours qui est presque naturel entre deux êtres humains. Donc les propos portent sur tout et sur rien,
Ils sont absolument sans conséquence, sans doute, hein, parce qu'ils n'engagent la pensée ni de l'un ni de l'autre, mais en fait, ils vont quand même jouer un rôle essentiel, me semble-t-il, à savoir établir avec l'autre un lien social qui va peut-être être très fugace, ça va durer quelques secondes, mais qui vont permettre d'établir un lien pacifique, un lien amical. Et puis qui sait, peut-être que dans les jours qui suivront, on finira par dire je t'aime, ou des choses comme ça. Bon. Troisième illustration, c'est un peu arbitraire hein, comme choix, mais j'ai choisi comme troisième illustration le pouvoir de la confidence. Le mot confident lui-même, il est très lourd de sens dans son étymologie, hein, il vient du latin confido, et confido, il est composé de deux mots, il est composé de cum, qui signifie avec, con en français en règle générale ça veut dire avec, ça vient de cum, et il est composé de fido, qui vient de fides, et qui veut dire la foi, qui désigne la foi. Bon. C'est-à-dire que le confident, c'est celui en qui on croit. Bon. Or, du même coup, celui en qui on place sa confiance, celui à qui on se fie, d'accord ? Et donc, l'ami qui est le confident, c'est celui avec qui on peut se comprendre à mots couverts, voire à demi-mot. On n'a même pas besoin de dire des choses vraiment très poussées pour que l'autre parvienne à nous comprendre. Bon. Dans une logique relativement proche, toujours dans cette idée un petit peu de la confidence, on sait bien que d'un point de vue religieux, d'un point de vue moral, d'un point de vue juridique, la parole d'aveu, là je vous renvoie aux travaux de Michel Foucault par exemple, on sait bien que la parole d'aveu a un pouvoir parfois très déterminant également. Pour obtenir le pardon par exemple, pour soulager sa conscience, le simple fait de pouvoir assumer sa culpabilité en disant ce que l'on a fait, tout ça, ça peut être absolument déterminant. On peut vivre très très mal parce qu'on porte sur soi quelque chose qu'on n'a pas dit. Je sais aussi, vous savez comme moi, que sur un plan thérapeutique, il peut être très important aussi que la révélation de ses pensées intimes permette, auprès d'un psychologue, d'un psychanalyste, etc., permette de rendre conscient de ce qui était enfoui jusque-là, de ce qui était refoulé depuis des années, et est censé en quelque sorte nous permettre de nous libérer des symptômes perturbateurs avec lesquels on avait pu vivre pendant des années auparavant. Donc parler de ce point de vue-là a un sens très très fort. Je ne vais pas insister, mais je vais les énoncer quand même, sur d'autres formes de parole, parce qu'elles peuvent avoir certains effets également. Je voudrais juste qu'on prenne conscience de quelques formes de parole, comme par exemple l'insulte, bien sûr. Bon, l'insulte, ça peut avoir un impact évidemment sur celui que l'on insulte, ça peut faire du bien à celui qui insulte, ça peut parfois éventuellement régler des différends entre des personnes et permettre de dire les choses clairement, et parfois ça fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Vous avez le sermon que l'on va faire à quelqu'un également, et puis vous avez d'autres formes comme le bavardage qui n'a l'air de rien, mais ça peut aussi détendre un petit peu. Vous avez le murmure, vous avez la parole chuchotée en messe basse en particulier pour bien humilier celui qui se croit visé par la messe basse sans curé, comme on disait quand j'étais enfant, hein, c'est ça. Hein. Ou bien encore, vous avez les commérages, la parole dans les commérages, dans les rumeurs. C'est terrible ça, la parole, ça peut détruire évidemment, alors même qu'on ne sait pas d'où vient la rumeur, qui éventuellement la répand, éventuellement quel est le réel destinataire de la rumeur. Bref, la parole a un pouvoir absolument destructeur là, dans ce genre de situation. Bon. Et puis je vais terminer quand même, j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, il y a aussi le pouvoir premier de la parole, fondateur, créateur de la parole divine. Quand on écrit dans certains livres, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis en effet, vous avez raison, hein, quand Jean commence par au commencement était le Verbe, bien évidemment, ou bien Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, eh bien, on a là toute la création qui est pensée comme l'effet d'une parole prononcée. Bon. Comme si donc nous pouvions imaginer dans ce cas-là, nous-mêmes
pouvoir créé par le seul pouvoir de la parole, parce que c'est un peu le fantasme qui est exprimé là. En quoi les hommes eux-mêmes pourraient-ils éventuellement créer aussi par le seul fait de parler, de prononcer certains mots. Alors remarquez que, évidemment, ça n'est pas sans rapport, cette notion de la parole créatrice par le seul fait qu'on prononce des mots, ça n'est pas sans rapport, par exemple, avec notre conception de la parole. Stéphane en parlait tout de suite, quand elle est poétique. La poiesis, le mot grec poiesis, eh bien, contient cette idée justement de production, c'est-à-dire de pouvoir, de donner l'existence à quelque chose par les mots qu'on prononce. Comme si, en quelque sorte, le poème était une chose en elle-même, et qu'il y avait donc une matérialité donnée à ce qui est dit par les mots que l'on prononce. Ça n'est pas sans rapport non plus avec cette représentation qu'on a parfois du romancier, de l'écrivain, qui serait vis-à-vis de ses personnages comme Dieu vis-à-vis de ses créateurs. Si je peux me permettre, j'ai publié chez Stéphane un petit essai dans lequel j'essaie de montrer que ça ne va pas du tout de soi comme idée. C'est un petit essai sur le roman où justement, je crois moi que l'auteur, il est tout sauf Dieu par rapport à ses propres personnages. C'est même parfois les personnages qui commandent plutôt que l'auteur lui-même. Mais bon, tout ça, ça nous emmènerait trop loin. Et puis comme on ne va pas jusqu'à 6 h du matin, je suis obligé de passer à la suite. Alors, bon, voilà. Je voulais quand même évoquer tout ça parce que c'est juste pour vous permettre de prendre conscience que des petites expériences extrêmement banales, finalement, de la parole, et puis on le sait très bien, parfois, je ne sais pas, mais on peut dire un truc un peu maladroit à un proche, à un ami, à quelqu'un de sa famille, et puis 1 heure après, 2 heures après, on se dit, mince, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça, je suis idiot, et puis vous voyez, il peut se passer des choses, des malentendus comme ça, qui peuvent être extrêmement douloureux. Bon, alors, puisque donc nous devons nous contenter de creuser seulement quelques problèmes liés à cette question, je me suis demandé, à part cette petite liste, je me suis demandé ce qui justifie aujourd'hui particulièrement qu'on s'interroge sur les pouvoirs de la parole. Et en fait, la réponse qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est un petit peu une marotte aussi que je peux avoir, c'est que précisément aujourd'hui, nous sommes submergés de paroles. Et de mensonges. Voilà, alors de mensonges en plus, évidemment, de tout un tas de choses, de manipulations, bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où nous disposons tous d'outils pour communiquer en permanence, à tous les niveaux et en toute direction, eh bien, cela nous donne le pouvoir de nous exprimer sur tout et sur n'importe quoi, à tout moment, et pour dire tout, ou éventuellement n'importe quoi. Donc nous sommes tellement inondés de paroles qu'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'autant plus intéressant et important, voire nécessaire, de s'interroger sur la parole elle-même. Bon. Voilà pourquoi je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le pouvoir que nous donne la parole, et notamment que nous donne la parole sur notre rapport au monde, sur le rapport aux autres, sur le rapport à nous-mêmes. Il est vrai que notre parole n'est pas celle de Dieu sans doute, et pourtant, elle est extrêmement essentielle, elle est fondamentale dans le rapport que nous avons avec le monde. Et donc j'oserais dire que d'une certaine manière quand même, je vais essayer de vous le montrer, d'une certaine manière quand même, elle est quand même créatrice du monde. La parole que nous avons, que nous possédons, elle est quand même créatrice du monde qui nous entoure. Et je voudrais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Je voudrais vous faire comprendre dans un deuxième temps que la parole est aussi un pouvoir sur nous-mêmes qui est absolument essentiel, et justement peut-être mis à mal en ce moment, qui est absolument essentiel parce que c'est le moyen par lequel nous parvenons à nous construire nous-mêmes. Et puis j'aimerais finir par justement tous les problèmes que pose l'usage souvent de la parole aujourd'hui, à savoir la parole complètement creuse, complètement mensongère, manipulatrice. Voilà, et j'aimerais qu'on fasse le contraste à partir de ça pour bien comprendre un petit peu dans quel contexte nous nous situons. Alors voilà, dans un premier temps, mon premier temps s'intitule, je l'ai appelé « Créer le monde », non pas parce que je me prends pour Dieu, quoique des fois, enfin bon, mais
Au moins parce que vous allez comprendre que c'est quand même quelque chose d'absolument fondamental. Alors, on a souvent tendance à penser que la parole, c'est avant tout un moyen d'expression. Un outil, un instrument qui permet de décrire le monde à l'extérieur de nous en particulier, voire à l'intérieur de nous aussi, dans ce que nous pouvons avoir comme sentiment notamment. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, la parole, elle est souvent pensée comme étant le moyen d'identifier les objets qui sont autour de nous, de les nommer, de les décrire tels qu'ils sont. Bon. Or, il se trouve que une telle conception de la parole, de la langue et de la parole en particulier, se fonde sur deux présupposés que j'aimerais que l'on identifie ensemble. Ce premier présupposé, si c'était le cas, si la langue avait bien pour but de décrire les choses telles qu'elles sont, eh bien, il y aurait un monde extérieur qui se donnerait à nous dans son objectivité et qui apparaîtrait à tous les hommes exactement de la même manière. Ce qui veut dire que, quelle que soit la langue, voilà, on aurait un livre, je vous présente un livre, regardez le livre, il est magnifique, il est génial celui-là d'ailleurs. Mais bon, voilà, dans n'importe quelle langue, on dirait exactement la même chose. Bon, à voir. Dans un deuxième temps, deuxième présupposé, se constituerait en quelque sorte une langue qui, pour décrire ce monde autour de nous, n'aurait en somme qu'à épouser les différents aspects de ce monde pour dire les choses telles qu'elles sont. Ah, je reviens sur ce que ça veut dire. Ça veut dire que selon ce schéma, la langue qui sous-tend la parole, eh bien, en quelque sorte, serait une forme de calque du monde qui nous entoure, serait une forme de copie exacte et fidèle des choses qui nous entourent. Comme si, en fait, la langue se soumettait à l'ordre du monde. Je vous demande de bien entendre cette idée-là. Comme si la langue, en quelque sorte, se soumettait à l'ordre de la réalité, à l'ordre du monde, pour la reproduire de la manière la plus exacte et la plus fidèle. Je voudrais vous montrer que cette thèse, elle est évidemment absolument insoutenable. Notamment parce que, l'argument est tout simple, hein, parce qu'on ne comprendrait pas du coup pourquoi il y a des langues différentes, par exemple. Voilà, premier truisme, première évidence. Pourquoi y aurait-il des langues différentes si un livre c'est un livre et qu'on l'ouvre, on le ferme, etc. et qu'on peut dire les choses de cette manière? Alors, je voudrais faire un petit détour. On va prendre un cas particulier très simple, on va prendre une hypothèse très simple. Prenons le cas de deux bébés qui naissent en même temps au même endroit, dans la même clinique si vous voulez, le même hôpital. Vous avez un petit Français et un petit Chinois. D'accord? Bon. Ils naissent en même temps au même endroit. Dès leur naissance, qu'est-ce qui leur arrive? Avant leur naissance même, hein. J'ai entendu Cyrulnik parler hier matin à la radio, évidemment, bien longtemps avant la naissance, il y a déjà tout un tas de trucs qui se font, on fait des expériences pour bien prouver tout ça. Mais partons de la naissance seulement, mais dès leur naissance, ces deux enfants français et chinois vont entendre des mots en permanence autour d'eux, l'un en français, l'autre en chinois. Et il se trouve que ils vont entendre ces mots à mesure même que leurs sens vont s'éveiller. Leur vue, leur ouïe, leur toucher, etc. Bien. Ça veut dire que dans le même temps, ils vont donc établir des relations entre leur corps, leurs sensations, et puis leur corps, les événements extérieurs, etc. Et progressivement, les choses vont se trouver identifiées par les paroles qu'ils vont entendre, par les sons, puis par les mots qu'ils vont eux-mêmes finir par savoir prononcer. Ça veut dire que par leur relation à autrui, imaginons le petit français n'entend que du français, le petit chinois n'entend que du chinois, eh bien ces enfants vont progressivement structurer leur perception à partir de la parole qu'ils entendent autour d'eux. Donc ils verront un monde leur apparaître dans le même temps du développement du langage en eux. Ça veut dire que l'apparition du monde et du langage va se faire de manière parfaitement concomitante, ce qui veut dire tout simplement que
l'apparition du monde et de la langue va se faire l'une par l'autre, l'une à travers l'autre. Alors, ce qui fait que, comprenez que, en fait, il n'y a donc jamais pour un être humain, il n'y a jamais un monde qui soit donné de manière absolument objective et neutre, qui soit perçu d'une manière parfaitement neutre. Il est toujours perçu, le monde qui nous entoure, tel qu'il peut être dit, tel qu'il est dissible. Ça veut dire que la manière dont le monde extérieur est perçu, et d'ailleurs dont le monde intérieur est perçu, la description des sentiments, des pensées, etc., est en quelque sorte imprégné d'une certaine manière, par une certaine manière de l'exprimer. Le monde qui nous apparaît est toujours imprégné d'une certaine manière de l'exprimer. Alors c'est par exemple ce que dit Claude Agege. Je vous ai distribué une feuille avec des petits extraits, avec des textes. C'est par exemple donc ce que dit Claude Agege dans un livre qui avait beaucoup fait pour sa célébrité, notamment il y a longtemps, il était passé à l'émission de Pivot, qui était Apostrophe à l'époque, et c'est un type extrêmement brillant qui parle très très bien. Et alors notamment dans ce livre, L'homme de parole, il écrit la chose suivante: l'enfant apprend ce qu'il peut ou ne peut pas dire selon sa langue. Le monde qu'il découvre alors est déjà mis par elle en catégorie. Et les signes sont par elle solidairement organisés. Dans cette mesure, la langue façonne la représentation. Chacun prend moins en considération ce que sa langue ne nomme pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'une langue est une certaine traduction du monde, une mise en catégorie, dit Agege, de ce monde, c'est-à-dire un certain découpage de ce monde par le fait qu'elle façonne la représentation, comme il le dit. D'accord ? La représentation qu'on en a est façonnée par la langue que l'on parle. Alors il y a un autre linguiste, un autre penseur qui a dit ça de manière un petit peu identique, qui s'appelait Georges Mounin, et qui a comparé la langue à un prisme, lui. Hein, vous connaissez cet objet qui est un prisme, un triangle de verre, là, une pyramide de verre, et puis vous avez la lumière qui arrive d'un côté et l'arc-en-ciel qui sort de l'autre, c'est-à-dire que vous avez un instrument qui décompose en quelque sorte. Et bien c'est comme si la langue, c'était une sorte de filtre de prisme, vous avez le monde qui passe à travers notre langue, et puis la langue qui le restitue d'une autre manière. Voilà. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire que le monde est une certaine manière de s'approprier le monde, la langue, pardon, est une certaine manière de s'approprier le monde, et c'est une certaine manière de réorganiser le monde à partir de ses propres règles. Les règles de grammaire, les règles de syntaxe, l'orthographe, etc., etc. C'est pour ça que quand il est question de réforme de l'orthographe, moi ça me gêne un tout petit peu, mais enfin, parce que la langue, elle porte plein de choses aussi comme ça, vous voyez. Et donc, une langue fait ça. Alors je crois que vous avez une phrase là aussi de Georges Mounin, hein. Chaque langue correspond à une réorganisation qui peut toujours être particulière des données de l'expérience. Vous avez des langues avec sujet séparé du verbe. Vous avez des langues avec le verbe, avec le sujet qui est dans le verbe lui-même, hein, en latin par exemple, et en espagnol, et tout ce que vous voulez. Vous avez des mots, vous avez des langues dans lesquelles le mot, il est à la fin. L'allemand va rejeter le mot à la fin, et donc vous avez des mots qui font 25 lettres, parce qu'il y a 3 adjectifs avant, et qu'à la fin, vous arrivez à la solution. Voilà, vous avez plein de choses comme ça. Vous avez des langues avec du féminin et du masculin, et l'allemand par exemple avec du neutre si vous voulez. Vous avez tout un tas d'évolutions. Bref, vous avez une manière de traduire les événements du monde qui est propre à une langue à chaque fois. Bon, donc ça veut dire que notre enfant français et notre enfant chinois, eh bien ils sont peut-être à peu de choses près totalement identiques à la naissance, mais dès qu'ils sont en contact avec le monde extérieur, et particulièrement avec la langue qu'ils entendent autour d'eux, eh bien, ils n'ont plus du tout affaire au même monde. Voilà, ça c'est absolument essentiel. Hein. Mounin dit que, par exemple, il y a plus de points communs entre des gens qui habitent à 2 bouts du monde totalement séparés, mais qui ont la même communauté de langue. On a plus de points communs avec quelqu'un qui a une communauté de langue qu'avec quelqu'un qui a une communauté de région, mais qui n'a pas la même langue que l'autre. Voilà. Donc voilà, parler une langue, c'est toujours faire l'expérience d'un monde particulier, qui est propre à la manière dont cette langue peut le dire, peut l'appréhender, le découpe,
une langue détermine totalement la vision que l'on acquiert de la réalité qui vous entoure. Il y a une deuxième phrase, justement, où il est question du prisme. Deuxième phrase de Mounin que vous avez aussi sur vos feuilles. Une langue est un prisme à travers lequel ses usagers sont condamnés à voir le monde. Et notre vision du monde est donc déterminée, prédéterminée même, dans la langue que nous parlons. Alors c'est très intéressant, par exemple, là, quand vous êtes bilingue parfois et que vous ne trouvez pas le bon mot pour traduire, pour dire quelque chose dans une langue, vous allez utiliser une expression dans une autre. Je suis marié à une prof d'anglais, je crois que toi aussi, non? Je suis marié à une prof d'anglais, parfois dans les conversations, voilà, ma femme ne trouve pas l'équivalent en français, donc elle va sortir l'expression en anglais, puis à moi de me démerder après pour trouver ce que ça veut dire. Enfin, vous voyez, non, mais c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas d'équivalent exact. Alors on est obligé de passer par... Voilà, bon. Alors donc, au bout du compte, on est donc toujours formaté par la langue. Le mot n'est pas très beau, mais voilà. On est formaté par la langue que l'on parle pour voir le monde d'une certaine manière. Ce qui signifie donc que la manière dont nous pensons le monde dépend de la manière dont la langue elle-même pense. Et c'est là que je voudrais insister aussi maintenant sur cette idée-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une langue, ça n'est pas seulement un ensemble de mots ou de règles qui permettraient de les combiner entre eux et qui donneraient le pouvoir de nommer et de décrire les choses du monde telles qu'elles sont. La parole dont nous usons est une certaine manière déjà d'exercer une pensée sur le monde. Par la langue que nous parlons, il y a une pensée qui s'exerce sur le monde. Là encore, je reviens sur Claude Agege, qui a usé d'une parole, d'une formule claire pour dire ça. C'est dans le même ouvrage, je n'ai pas repris la formule ici, mais il dit la formule « nommer n'est pas reproduire ». Nommer n'est pas reproduire. Il faut comprendre par là que les mots ne sont jamais seulement des étiquettes immuables, définitives, neutres qu'on poserait sur les objets. Un nom ou un mot en général, ça n'est pas l'image de la chose, parce qu'alors, si c'était le cas, une langue serait seulement une production de sons qui serait totalement figée, sans aucune pensée. Alors qu'au contraire, s'il y a de la pensée sur le monde, eh bien, cette pensée, elle ne vient pas du monde, elle vient de la langue. Et de la langue qui vit, qui change, qui évolue, et qui va faire que, par exemple, quand on va utiliser des mots, on va s'intéresser à l'étymologie, parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui est pensé à l'intérieur des mots. Agege dit la formule suivante également, le monde ne sécrète pas de pensée. Autrement dit donc, si l'être humain peut penser le monde et tenir des discours sur lui, c'est que les langues ne sont jamais de purs inventaires que l'on appliquerait sur les mots. Les mots sont des sources de concepts. Voilà. Si on peut dire donc que les mots désignent et nomment, eh bien, en fait, la manière même dont ils nomment et désignent les choses, cette manière-là, elle donne déjà à penser, parce qu'on n'utilise pas n'importe quel mot, parce qu'il y a de l'histoire, etc., etc. Alors, il y a deux conséquences que l'on peut tirer à partir de là. Je tirerai la première de manière très rapide, parce que tout le monde connaît cette référence. La première conséquence qu'on peut en tirer, qui est une conséquence un peu négative, mais vous connaissez tous le roman de George Orwell, qui est 1984. Vous en avez tous entendu parler au moins. Et vous savez que dans 1984, il y a notamment une langue officielle qu'on appelle la novlangue. Et la novlangue, donc on est dans un régime totalitaire, et le régime totalitaire met en place toute une réforme de la langue qui consiste à se débarrasser de ce qui est superflu dans la langue. D'accord? Quand on veut instituer la novlangue, on va par exemple supprimer tout un ensemble d'adjectifs et de verbes qui ne servent à rien. Bon. On peut éventuellement supprimer les synonymes aussi. On peut éventuellement supprimer ou ne pas s'encombrer de mots qui ont des significations contraires. Alors, ça donne des choses très simples. Ça veut dire que, par exemple, il suffit de prendre un mot et de l'aménager, soit pour lui permettre de dire son contraire. Par exemple, on va prendre l'adjectif « bon ». Ah, c'est bon. Eh bien, il suffit de mettre un préfixe négatif, nous dit la novlangue, nous disent les autorités en 1984. Il suffit de mettre un préfixe négatif et on va dire « un bon ». Voilà, pour dire que c'est pas bon. On va dire « un bon ». Ou alors, si c'est très bon, si c'est formidable, on va dire « plus bon ». Dans 1984, vous avez ça. Ou alors, double plus bon. Voilà, d'accord? Donc,
de ce point de vue-là, on se dit, ben, il y a une simplification, ça peut simplifier les choses, ça peut clarifier éventuellement l'expression, sauf que vous comprenez évidemment tout ce que ça implique. Ça veut dire tout simplement que si on réduit le vocabulaire, si on diminue le nombre de mots, on diminue d'autant la pensée elle-même. Ça va de soi. D'accord ? On simplifie la parole, mais du coup, on uniformise totalement la pensée qui est réduite à quelques cadres, à un vocabulaire extrêmement limité, etc. etc. Bon. Donc voilà, il y a bien, par la possibilité d'un vocabulaire plus large, il y a bien l'idée que le monde, en quelque sorte, nous apparaît de manière plus fine et plus subtile, parce que le vocabulaire nous permet d'être plus précis, de développer une pensée plus personnelle, de nous distinguer des autres éventuellement. Vous savez, c'est comme quand on sort de... je sais pas, quand on a des commentaires au cinéma, ah c'est génial, oui mais alors pourquoi? Ah je sais pas, c'est génial quoi, enfin, oui mais derrière, enfin, vous voyez, on a du mal aujourd'hui un petit peu à aller un petit peu plus loin, ou alors c'est nul. Alors c'est nul ou c'est génial? Entre les deux, il n'y a pas grand chose, je sais pas, enfin bon. Bon, alors, ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, elle me semble plus importante que celle-là, du moins peut-être moins connue éventuellement. C'est pour ça que je voudrais la ranger dans ma deuxième partie. Ma deuxième partie, je l'ai intitulée « Construire l'être humain ». Ça fait un peu grandiloquent comme titre, hein, je vous l'accorde, mais bon. Ma deuxième conséquence, donc, c'est sur le lien étroit entre la parole et notre humanité. Je voudrais vous montrer très simplement, mais là aussi vous êtes forcément au fait de tout ça, le lien vraiment très étroit, fondamental, entre la parole et notre humanité. Donc, petit 2, construire l'être humain. Je suis parti d'un livre que tout le monde, enfin, d'un auteur au moins que tout le monde connaît, d'un scientifique que tout le monde connaît, à savoir Boris Cyrulnik, dans un petit ouvrage qui s'appelle « La naissance du sens », qui est très très intéressant. Pas du tout compliqué, très abordable. Dans un petit ouvrage donc, qui s'intitule « La naissance du sens », Boris Cyrulnik montre l'impact que peut avoir le simple regard, la simple attention portée au bébé, au jeune enfant, alors dans son accès à différentes capacités, comme dans son accès à la marche par exemple, ou bien dans son accès à la parole. Alors par ces observations, aussi par des expériences qu'il a pu mener de manière clinique, eh bien Cyrulnik montre ce qui peut nous apparaître bien sûr comme une évidence, à savoir que la médiation par autrui, le rapport à autrui, est essentiel pour accéder à la parole. Ça, moi, je n'avais pas attendu de lire Cyrulnik pour le savoir, mais la manière dont il le montre est tout à fait intéressante. Il a mené notamment une expérience en particulier qui montre le rôle du passage, le rôle essentiel du passage pour accéder à la parole, le passage par le stade de ce qu'il appelle le pointer du doigt. Alors, je vous raconte ça, c'est tout à fait intéressant, ça. Un enfant de quelques mois est placé par sa maman dans sa chaise de bébé. Bon. Devant l'enfant, devant eux, se trouve une table à laquelle il ne peut pas accéder, et sur laquelle la maman va poser un objet qu'il va convoiter, évidemment, une friandise, un jouet qu'il aime bien, etc., etc. Bien. Avant l'âge de 10 mois, à peu près, en général, l'enfant tend la main tout entière et regarde vers sa mère et va finir par pleurer parce que sa mère est là pour rôle, évidemment, de ne pas réagir, bien sûr. Donc l'enfant va tendre toute la main vers l'objet qu'il veut atteindre et il va finir par pleurer en voyant que sa mère ne réagit pas. Il va se rejeter en arrière, il va se donner des coups de pied, il va s'agresser lui-même, etc. Ça peut déboucher sur des choses tout à fait violentes, tout à fait négatives. Donc ça, c'est avant 10 mois à peu près. À partir de 10-11 mois chez les filles, 13 ou 14 chez les garçons, soit un peu plus lent à développer. Enfin bon, voilà. À partir de... Pardon ? Ah, c'est ça, oui, voilà. Oui. Non, c'est après que ça s'inverse, en fait. Hein, c'est ça. Et donc... C'est ça qu'ils sont violents. Ils ont pris du retard et ils sont violents après. Vers les 10 ou 11e mois chez les filles, vers le 13e ou 14e mois chez les garçons, eh bien, l'enfant ne va plus faire le geste de vouloir attraper l'objet alors qu'il sait que c'est impossible, il a compris que c'est impossible.
En revanche, il va pointer du doigt. C'est-à-dire donc il va désigner l'objet clairement en regardant sa maman pour la faire entrer dans le jeu en quelque sorte. Donc ça signifie qu'il a compris qu'il ne peut pas atteindre de lui-même cet objet, ou en tous les cas immédiatement, mais qu'il doit l'obtenir par un intermédiaire qui va être sa maman. Bon. Alors ça veut dire que sans savoir parler encore, l'enfant produit en somme une conduite signifiante à propos de l'objet qu'il convoite, mais qui n'est plus l'expression involontaire de son impuissance et de sa frustration. Donc ça veut dire qu'en fait là, il s'adresse à quelqu'un à propos d'un objet pour lui faire comprendre qu'il le désire et qu'il sollicite son intervention. Bien. Souvent, en plus d'ailleurs, il va vocaliser un petit peu, il va prononcer ou essayer de prononcer un mot pour inciter sa maman à faire le mouvement. Je vous invite à regarder le premier extrait que je vous ai mis de Cyrulnik, qui nous dit ça à propos justement donc du langage, de la parole. Le langage ne commence à apparaître que sur la base d'un ensemble comportemental désignatif, lequel suppose une maturation biologique déterminée et s'instaure non dans un face-à-face de l'enfant avec la chose qu'il désigne, mais à la faveur d'une double référence affective à la chose et à la personne d'attachement. Et c'est ainsi que la chose peut devenir objet de désignation, thème d'une vocalisation qui accompagne régulièrement le pointer du doigt. Ah, c'est tout à fait passionnant ce que nous dit Cyrulnik là. C'est-à-dire que, en fait, là, on change totalement de rapport à l'objet et à la personne, évidemment. La personne d'attachement, nous dit Cyrulnik. Alors précisément, d'après les observations cliniques qu'il a pu faire par ailleurs, Boris Cyrulnik explique qu'à l'inverse, ce qui caractérise ce qu'il appelle les enfants placards, autre nom de ce qu'on peut appeler les enfants sauvages, vous savez, mais des enfants maltraités, qui sont rejetés dans une pièce et qui n'ont jamais aucun contact avec les membres de la famille, qui sont battus éventuellement, etc., etc. Bref, ces enfants qui, dit Cyrulnik, qui vivent toute la journée en situation de privation sociale et sensorielle. Bon. Ce qui les caractérise, ces enfants, c'est que précisément, ils ne parviennent jamais au stade du pointer du doigt. On ne leur en donne pas l'occasion, en fait. Ils n'ont pas de, ce que Cyrulnik appelle, ils n'ont pas de personne d'attachement, puisqu'ils n'ont aucun contact. Ils sont rejetés. Donc, aucune personne d'attachement à qui ils pourraient témoigner de leur désir d'atteindre quelque chose, de leur demander leur aide pour obtenir quelque chose. Bien. Alors, d'où le texte suivant. Il faut des prérequis neurologiques et des prérequis éthologiques, c'est-à-dire au niveau du comportement, pour que l'accès au langage soit ouvert. Mais il y faut aussi des prérequis affectifs. Le système comportemental qui supporte la parole et la fait advenir suppose la présence autour de l'enfant de quelque autre être à qui parler. Pour qui parler? Il faut qu'à la parole propre réponde une autre parole. Moi j'ai appris par exemple en étudiant cette question que c'est pour ça, c'est grâce à ça qu'un enfant parvient à marcher. Un enfant parvient à marcher non pas parce qu'il a la force musculaire et l'équilibre suffisant pour marcher, mais il parvient à marcher parce que lorsqu'il se dresse et qu'il fait 2 pas et qu'il tombe, il suscite les rires et les applaudissements et les encouragements des gens autour de lui. C'est en fait un bien-être affectif qui va faire qu'il a les conditions moteurs pour y parvenir, mais s'il n'a pas les rires et le rendu affectif comme ça qui lui vient des autres, eh bien s'il n'a pas ça, il ne va pas continuer à faire cet effort. C'est le bonheur qu'il ressent à avoir des réactions positives qui va faire qu'il va recommencer et qui va finir par marcher. Vous enlevez l'affectif, ça ne marche plus. Bon, donc là, pour ce qui est de la parole, non seulement l'accès à la parole est impossible pour un enfant placard, en tout cas du moins tant qu'il vit dans cette situation, et on sait que s'il vit trop longtemps dans cette situation, il n'accédera plus jamais au langage après, il n'accédera quand même plus jamais à la parole. Mais au-delà,
cette absence de relation à l'autre, qui en est la cause, eh bien, cette absence de relation à l'autre peut aussi provoquer son dépérissement jusqu'à sa mort. Hein, Cyrulnik le décrit, ça. Ça veut dire que les effets du manque de lien social et de toute marque d'affection de la part des proches, ces effets sont comparables à la dénutrition. Un enfant se laisse mourir s'il n'est pas nourri de parole. L'enfant placard est donc, en quelque sorte, le cas limite négatif des pouvoirs de la parole. S'il se laisse mourir, c'est que l'absence de parole autour de lui et en lui ôte tout sens au monde qui l'entoure. Et donc, de ce fait-là, le monde qui l'entoure est vécu comme seulement hostile et il n'a pas sa place dans ce monde. Tout simplement parce qu'on ne lui a pas donné les outils pour se faire sa place. Et les outils pour se faire sa place, c'est la parole échangée avec les autres. Vous lui enlevez tout ça, le gamin, il meurt, au sens propre du terme. Hein, Cyrulnik le décrit des cas comme ça, où il a compris ce rôle de la parole. Bon. Toujours dans ce deuxième point, on va prendre l'autre côté, l'autre versant plus positif, parce que là je sens que j'ai jeté un froid quand même pour cette soirée. Un tel déficit d'humanité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, un tel déficit d'humanité chez l'enfant qui n'a pas reçu la parole, eh bien, nous permet de comprendre, à l'opposé, comment la parole, au contraire, érige notre humanité, ou ce que peut être notre humanité par l'usage de la parole. Je voudrais partir d'une formule de Paul Ricoeur, qui est un philosophe qui est revenu à la mode depuis qu'un certain président a été élu il y a 2-3 ans, puisque vous savez que Macron a été l'étudiant de Paul Ricoeur et que notamment le dernier livre de Paul Ricoeur a été travaillé avec Macron. Paul Ricoeur utilise une formule pour parler de nos échanges. Quand nous échangeons des paroles, il nous dit, bien, en fait, nos paroles reposent toujours sur ce qu'il appelle une clause tacite de sincérité. Quand j'échange des paroles avec quelqu'un, il y a une clause tacite de sincérité. Bon. Alors, autrement dit, quand on me parle, ben, évidemment, je pars du principe qu'on me dit la vérité. Ou qu'on me dit au moins ce que l'on prend pour la vérité, ce que l'autre prend pour la vérité. Comprenez bien que c'est tout simple, c'est évident, cette formule. Imaginez 2 secondes qu'on parte au contraire tous du principe, lorsqu'on nous parle, que tout ce qu'on nous dit est faux. Alors ce serait plus du tout la peine de parler. Il n'y aurait plus strictement aucune raison de se parler les uns aux autres. Si on se parle les uns aux autres, c'est qu'on pense que ce que l'on nous dit... Alors c'est vrai que j'ai conscience qu'on peut toujours me mentir, bien évidemment. Je ne suis pas complètement naïf et stupide, mais si je sais que je dois être méfiant, que peut-être on me ment, il n'empêche que, de manière générale, on part tous du principe que ce qu'on nous dit est vrai, est pertinent, voilà, et sincère. Bon. Donc il y a cette clause tacite en quelque sorte. Le fait même d'user de la parole implique que, spontanément, les échanges entre 2 ou plusieurs personnes eh bien, sont fondés sur cette relation implicite de confiance. Bon. Ce qui fait que, automatiquement, la parole contient en elle une dimension sociale, par définition. Enfin, là encore, c'est une évidence, je suis désolé, mais bien sûr, si je parle, normalement, c'est pas pour parler à moi-même ou tout seul, ça m'arrive de temps en temps, mais enfin, logiquement, l'usage de la parole, c'est d'être adressé à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a bien cette dimension sociale. Ce qui fait que, du même coup, par là, toute parole est en somme un engagement devant les autres, s'il y a cette clause tacite de sincérité. Toute parole est en quelque sorte un événement dont le locuteur doit pouvoir répondre, puisque c'est le mot que l'on retrouve dans « il est responsable de sa parole ». Être responsable, c'est pouvoir répondre de sa parole. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'est bien moi qui ai dit ça. Oui, c'est vrai, j'ai bien dit cette parole-là. D'accord ? Voilà, répondre de sa parole. Et donc, c'est en cela que la parole n'est donc pas simple énonciation de mots, elle est aussi fondamentalement un engagement du fait du rapport fondamental qu'elle instaure entre l'individu qui la prononce, les autres, et puis même rapport qui s'instaure par rapport au temps. Vous allez voir, on va lire le petit texte de Georges Gusdorf qui est juste après.
qui est très, très fort, très, très spécial, mais très, très intéressant. L'homme capable de parole se trouve donc revêtu d'une dignité prophétique. En face de l'avenir incertain, la parole formule une anticipation. Elle trace parmi l'indécision des circonstances les premiers linéaments du futur. Dans son univers personnel, l'homme intervient avec un pouvoir d'initiative créatrice. L'homme qui donne sa parole s'énonce lui-même et s'annonce selon le sens qu'il a choisi, mobilisant toutes ses ressources pour susciter une réalité à la mesure de son existence. Dès à présent, par la vertu du mot une fois prononcé, quelque chose a commencé d'être, qui n'était pas auparavant. La parole change la figure de la situation. Elle est le gage et l'engagement, la signature d'un contrat, qui peut paraître une aliénation de la liberté, mais qui en fait consacre l'accession de l'homme à une liberté nouvelle par la vertu de l'obéissance. Alors il peut paraître un peu complexe, il est un peu touffu ce texte, mais vous allez voir, en fait ce que dit Gusdorf est assez simple, c'est vrai qu'il utilise des mots assez puissants. Quand il parle par exemple de dignité prophétique, l'homme capable de parole se trouve donc revêtu d'une dignité prophétique. Eh bien, cette dignité prophétique, c'est en fait cette responsabilité dont fait preuve celui qui parle et qui, par là, s'engage précisément. Je veux dire par là qu'il assume de dire quelque chose qui l'engage dans l'avenir, qui annonce ce qu'il va faire en prenant les autres à témoin de ses intentions. Voilà, demain, j'arriverai à l'heure, je te promets, je serai là. Hop, cette parole-là, elle m'engage vis-à-vis de l'autre, et donc du coup, elle m'engage jusqu'à demain, au moment où l'autre pourra vérifier si j'ai dit la vérité ou pas. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a bien là la possibilité de dire quelque chose et de m'engager dans un projet, dans une décision qui passe par les mots que j'utilise. Mais alors, Gusdorf précise bien que ce qui est dit n'est pas seulement de l'ordre de l'énoncé gratuit, indifférent. Il s'agit il s'agit par exemple, lorsqu'il le dit, il s'agit de tracer les premiers linéaments du futur. Hein, je dis quelque chose qui en quelque sorte ouvre ce qui va avoir lieu entre nous. Et il s'agit en somme d'ébaucher une transformation du futur. Ça veut dire que le futur, il est, ce que dit Gusdorf, il est dans une forme d'indécision des circonstances. Indécision des circonstances, parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver d'ici demain, par exemple, ce qui va vous arriver à vous d'ici demain. Mais si je vous dis, par exemple, je vous promets demain, je reviens pour faire une autre conférence. Bon, là, déjà, il y en a qui se disent, oh zut, non, on va pas revenir. Mais enfin, si je dis ça, ça veut dire que j'ouvre quelque chose pour demain. Ça veut dire que demain, éventuellement, vous allez peut-être passer, vérifier, est-ce que vraiment c'était en l'air, ça... Je te promets d'arriver à l'heure demain. Bon, donc, ça veut dire que la parole est là pour pouvoir, en quelque sorte, de déjà dessiner un avenir qui, en lui-même, est totalement incertain. Mais je m'engage vis-à-vis de l'autre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une parole en l'air. Et voilà pourquoi, aussi, Gusdorf écrit que la parole a un pouvoir d'initiative créatrice. Elle crée une relation, elle crée un monde qui n'existe pas, mais qui existe par les paroles que j'utilise. D'accord ? Donc, du même coup, voilà pourquoi il joue un petit peu sur les mots en disant que l'homme qui parle comme ça s'énonce et en même temps s'annonce, puisqu'il prévoit, il prévient de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire et de la manière dont il s'engage actuellement. Et c'est très exactement ce qu'on a dans, par exemple, l'expression de donner sa parole. Quelqu'un qui donne sa parole, je te donne ma parole, bah, c'est s'engager sur l'avenir, sur le fait que la promesse va être tenue, etc. etc. Bon. Ce qui fait que vous voyez que le monde, en quelque sorte, dans lequel nous vivons, le monde entre êtres humains, est un monde qui peut être constitué de paroles, en quelque sorte. Les paroles ne sont pas simplement là pour désigner les choses qui nous entourent, elles sont là pour établir des relations et pour structurer un monde à travers les promesses que l'on va se faire, les engagements que l'on va prendre, les mots que l'on va utiliser les uns avec les autres. Bon.
Je continue dans l'analyse de ce petit texte, et puis après on va évoquer un tout petit cas particulier qui est très facile à comprendre. Ça veut donc dire que la parole, nous dit Gusdorf, va instituer une réalité nouvelle, comme il dit, quelque chose a commencé d'être, par les mots que j'utilise. Dès le mot, une fois prononcé, hein, il y a quelque chose qui est engagé en quelque sorte par tout ça. Bien. Donc, je suis responsable de ce que je dis, parce que d'une part, l'autre est dans une clause tacite de sincérité, il croit d'abord ce que je dis, et puis, si je mens, je lui donne le pouvoir, par les paroles mensongères que j'ai pu énoncer, je lui donne le pouvoir de me faire une mauvaise réputation, de me le reprocher par la suite, etc., etc. Il y a un engagement en permanence. Bon, pas sur tout et n'importe quoi, mais sur beaucoup de paroles que nous échangeons, il y a cet aspect-là. Alors, il termine par une expression qui paraît un peu étrange. Il parle de la signature d'un contrat et il évoque l'idée que ça peut nous donner l'impression, en quelque sorte, d'une forme d'aliénation de notre liberté, parce que justement, je me suis engagé. Mais il retourne l'idée en disant, mais non, au contraire, si je suis capable de dire des paroles et que je suis capable d'obéir aux paroles que j'ai dites, c'est là que je montre ma liberté. Sinon, je serais dans une sorte de frivolité complètement et d'une légèreté complètement sans intérêt, enfin qui serait totalement insupportable. En revanche, si je dis à quelqu'un « je te promets, je serai là à l'heure » et que le lendemain, je suis là à l'heure, je me suis entre guillemets soumis à l'engagement que j'avais pris, mais en me soumettant à cet engagement, je montre ma capacité de maîtriser ce que je dis. Donc je maîtrise ma parole et je maîtrise l'acte que j'accomplis par rapport à cette parole. Voilà ce que nous dit Gusdorf, qui est absolument fondamental ici. Alors, je vais les énoncer quand même, enfin, je vais les évoquer, mais Gusdorf, là, le petit texte, il nous fait penser aussi, il nous fait penser à ce qu'on appelle en philosophie, vous connaissez peut-être cette expression, des énoncés performatifs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les énoncés performatifs. Alors, un énoncé performatif, c'est un énoncé qui produit ce qu'il dit par le simple fait de l'énoncer. Alors, dit comme ça, il y en a au moins 12 qui sont envoyés. Je reprends. Ça veut dire que, par exemple, c'est l'énoncé qui fait exister la promesse par l'expression « je te fais la promesse que ». L'énoncé performatif rend réelle la promesse par le simple fait de dire « je te promets d'arriver à l'heure demain ». Vous savez bien, quand vous demandez à quelqu'un de vous faire une promesse, de vous promettre que oui, il va bien vous apporter la clé USB qu'il doit vous apporter depuis des semaines. Ah bon, je dis ça comme ça. Hein. Non, bref. Règlement de compte. Oui, c'est ça, voilà. En direct. Donc, il y a un témoin, engagement, tout ça. bien, Voilà, bien, tout ce qu'il faut. La caméra, il y a tout, YouTube. Bien. Bref. Vous savez bien, quand vous demandez une promesse à quelqu'un, il va vous dire « Oui, oui, je te l'amène demain ». Ça ne vous plaît pas, ça ne vous suffit pas. Je te promets. Allez, promets-moi, non, mais promets-moi vraiment. Oui, oui, non, mais je t'assure, je vais te l'amener. Et tant qu'il n'a pas dit « je te promets que », là, il est engagé. D'accord? Voilà, l'énoncé performatif, ça va être ça. Je jure de dire la vérité. Le serment n'est vrai qu'à partir du moment où vous prononcez la parole. D'accord? Je vous déclare unis par les liens du mariage. Le mariage n'est effectif qu'à partir du moment où. Je vous condamne à 10 ans de prison. La condamnation n'est effective qu'à partir du moment de la proclamation. Alors évidemment, tout ça n'est valable dans certains cas, dans le cas du mariage, dans le cas de la condamnation, n'est valable que si la personne qui prononce les mots a le statut qui donne autorité, parce que si c'est moi qui dis je vous déclare unis par les liens du mariage, ça fait rien. Voilà, ça marche pas. Bon, voilà, donc vous voyez que là, il y a tout un monde humain quand même qui est créé aussi par la parole et qui fait que on ne peut pas prendre la parole à la légère, comme on dit parfois. Bon, sauf que il y a des gens qui prennent la parole à la légère, justement. Et je voudrais terminer donc par ceci, par quelques petites remarques assez rapides, sur un troisième temps que j'ai intitulé, alors, pas trouvé un titre très satisfaisant, mais je pense que vous allez bien le comprendre aussi, c'est penser et parler dans le monde qu'on appelle le monde de la post-vérité. Nous sommes, paraît-il, dans le monde qu'on appelle le monde de la post-vérité, où on est plus si soucieux que ça de la vérité elle-même. Et je voudrais qu'on essaie de comprendre un tout petit peu pour finir comment justement l'usage de la parole, il est très souvent un peu méprisé, un peu galvaudé, etc. Notre époque pourrait se définir comme celle de la parole libérée, si on peut dire. Les moyens techniques qui sont mis à notre disposition ont permis ou permettent à
l'expression de gens qui n'avaient pas la parole jusque-là, ce qui est fort bien, très certainement. On peut y voir une évolution très positive. On peut prendre un cas particulier qui a fait beaucoup parler de lui quand on parle des hashtags, les hashtags MeToo par exemple, et des choses comme ça. C'est sans doute formidable de sensibiliser l'opinion à tout un tas de problèmes qui n'étaient pas forcément conscients jusque-là, de harcèlement et l'homophobie, le sexisme et tout ce qu'on veut. Bien. On se rend compte tout à coup, à l'occasion de tout ça, que nos sociétés modernes ne sont peut-être pas toujours aussi modernes qu'on voudrait ou qu'on le croit. Il y a sûrement beaucoup de choses encore très en retard. Bon. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se priver non plus de voir là-dedans, dans cette forme de libération de la parole, peut-être un certain nombre de dérives possibles de la liberté de la parole. C'est toujours ça le problème avec les êtres humains, c'est que quand il y a un truc positif, il y a toujours les dérives possibles à côté. Il n'y a jamais tout positif. Enfin, c'est un peu fatigant, mais bon, c'est comme ça. Alors, je voudrais évoquer ça, là aussi, je voudrais me contenter, si vous me permettez, de survoler très rapidement, de pointer simplement trois points, trois éléments qui me semblent assez significatifs de ce rapport nouveau à la parole et qui me semblent souvent très sujet à caution, souvent très inquiétant en quelque sorte. Il y a une première caractéristique, me semble-t-il, de l'usage de la parole aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'horizontalité. Alors, je vais dire par là. Si on veut résumer à très gros traits le rapport que nous avons avec le savoir, avec la connaissance, avec nos sources d'information, on pourrait schématiser en trois temps vraiment très grossiers. Je suis désolé d'être aussi schématique, mais vous allez comprendre. En gros, avant Gutenberg au XVe siècle, il y avait une très petite partie privilégiée de la population qui pouvait avoir accès au savoir, à la connaissance, aux livres, etc. Bon. À partir de Gutenberg, qui réinvente l'imprimerie, cet accès au savoir, à la connaissance, c'est progressivement généralisé, c'est progressivement ouvert. Un des événements très importants, par exemple, au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, ça a été la traduction de la Bible par Luther, par exemple, par Martin Luther, qui a pu vendre à peu près 200 000 exemplaires, je crois, en quelques années, ce qui est un truc absolument fou. Même aujourd'hui, c'est un succès complètement dingue. Et donc, c'est en quelque sorte symptomatique, c'est le symbole, en quelque sorte, tout à coup, de cette extension de l'accès au savoir qui a été rendue possible par l'imprimerie moderne, en tous les cas, celle de Gutenberg ou à peu près. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a progressivement été beaucoup plus nombreux à avoir accès à recevoir la connaissance de ceux qui avaient écrit, qui avaient pensé et qu'on considérait comme des savants, comme des experts, etc. Bien. Aujourd'hui, de manière large, encore une fois, et très schématique, si on se limitait par exemple à considérer le mauvais usage des réseaux qu'on appelle sociaux ou d'Internet, encore une fois, je suis désolé de faire un truc aussi schématique et très simplificateur, mais ce mauvais usage des réseaux sociaux ou d'Internet, par exemple, peut donner le sentiment ou le renforcer qu'on est au moins aussi qualifié que n'importe qui pour trouver les informations que l'on cherche ou pour juger les informations que l'on reçoit. On est même suffisamment... on pense même pouvoir être suffisamment qualifié pour partager soi-même de l'information ou des informations par ces moyens. Le mot, en quelque sorte, qui caractérise notre nouveau rapport à l'information et au savoir, c'est le mot interactivité. Je ne vais pas faire de la pub pour la liberté d'expression, un truc, là, mais voilà, il y a un petit essai publié par les soins de Stéphane, là, dans lequel j'avais travaillé un petit peu autour de cette réflexion-là, de cette idée-là. L'interactivité, c'est-à-dire que non seulement je peux recevoir des informations, mais je peux également réagir à ces informations, faire des commentaires, et je peux même moi-même produire de l'information. D'accord ? Bon. Ce qui fait que, de ce fait-là, je peux avoir le sentiment de pouvoir prétendre être aussi bien placé que n'importe qui, qu'un journaliste professionnel ou quelqu'un qui est un grand spécialiste de je ne sais quoi, pour moi-même divulguer un certain nombre d'informations par ces moyens.
Ça veut dire que du même coup, la valorisation de ce contenu que n'importe qui est susceptible de diffuser, cette valorisation, elle a complètement changé de nature. C'est-à-dire que la valorisation d'une information qui passe sur les réseaux sociaux, par exemple, elle ne se fait plus par le regard critique qu'on peut porter sur cette information par rapport à la vérité, par rapport à la connaissance critique qu'on peut avoir. En réalité, elle va tenir au nombre de réactions qu'elle va susciter. Hein, vous savez ça, c'est-à-dire que quand une information va faire le buzz, quand il y a des gens qui sont payés pour cliquer sur des trucs juste pour mettre des likes, hein, ils sont payés 0,02 centimes du like ou je ne sais quoi, enfin, des trucs dérisoires, mais quand vous faites ça toute la journée, des milliers de fois, bon, bah, vous finissez par gagner à peu près votre vie avec ce moyen-là. Et donc, d'une certaine manière, il y a en quelque sorte cette idée aujourd'hui, cette tendance à croire que toute parole en vaut une autre, et qu'à partir de là, eh bien, la pertinence de cette parole, elle n'est plus par rapport à une forme de vérité qu'on essaierait de trouver, mais par rapport au nombre de réactions, par rapport à sa résonance en termes de quantité de réactions. Voilà, ce qui fait une forme d'horizontalité. Je n'écoute plus celui qui est le spécialiste en me disant bah, « tiens, il va m'apprendre quelque chose », mais je suis capable de me mettre à son niveau en disant « mais il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas vous dire aussi ce que je pense là-dessus ». Bon, ça, personnellement, moi, c'est mon côté un peu réac, mais ça me perturbe un tout petit peu. Une illustration de tout ça, de cette horizontalité, dans ma deuxième illustration, dans la deuxième illustration que j'ai choisie, c'est dans ce qui est très à la mode, malheureusement, dans ce qu'on appelle le complotisme aujourd'hui. Le complotisme. Bon. Ça veut dire que cette horizontalité, qui tend à enlever toute autorité à la parole du spécialiste ou de l'expert, eh bien, elle entraîne dans le même temps, cette horizontalité, elle entraîne dans le même temps le discrédit de tout discours qui est reçu généralement comme officiel. Bon. Ça veut dire que toute parole qui est plus ou moins considérée comme officielle, venant de savants, venant des instances politiques, venant d'un organe de presse, etc., eh bien, elle peut être perçue sur fond de soupçon d'une collusion généralisée. Je veux dire par là que la technologie aujourd'hui permet d'ailleurs à tout un chacun d'aller chercher sur des sites parfois tout à fait improbables des informations qu'on appelle des informations alternatives, qui sont données par on ne sait qui, indépendamment de tout niveau de vraisemblance, et qui du même coup peuvent me permettre de trouver confirmation des soupçons que je pouvais avoir, parce qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Vous comprenez? Ça veut dire que il y a là, à partir de là, la possibilité de rendre crédibles des thèses qui sont totalement à l'opposé de ce qui a toujours été soutenu, entre guillemets, officiellement, si on peut dire. Bon, ça veut dire que, par exemple, il suffit d'entendre des émissions pour nous dire la Terre est ronde, machin, Thomas Pesquet, qui a fait le tour de la Terre, l'espace, pour se dire, tiens, mais si ça se trouve, c'est un complot et que la Terre est plate. Bon, alors... la Terre est plate. J'ai entendu Thomas Pesquet à la télévision dernièrement dire que lui-même recevait, enfin bon, il recevait des messages, il ne répondait pas, mais il recevait des messages comme quoi, mais qu'est-ce qui vous permet à vous, hein, Thomas Pesquet qui est allé dans voilà, qu'est-ce qui vous permet à vous de soutenir que la Terre est ronde? Moi, je vous dis que la Terre est plate. D'ailleurs, la preuve, c'est que voilà, bon, c'est quand même étonnant d'avoir ça à dire à Thomas Pesquet. Bon. On peut continuer de croire que Hitler n'est toujours pas mort. Enfin, remarquez, ça lui ferait quand même ça lui ferait 130 ans s'il est bien né en 1989, parce que c'est peut-être un complot aussi, ça. Un petit peu plus grave, il y a une émission qui est passée la semaine dernière, je crois, hein, sur la tuerie dans une école aux États-Unis, la tuerie de Sandy Hook, d'une petite ville qui s'appelle Sandy Hook, où un jeune homme a commencé par tuer sa mère pour lui piquer ses armes, et puis a débarqué dans l'école maternelle où il avait été élève, je crois, auparavant. Il a tué une vingtaine de gamins, et puis 3-4 adultes qui ont essayé de s'interposer. Et il y a tout un tas de gens qui ont, 48 heures après, alors qu'on commençait à enterrer les premiers enfants, il y a tout un tas de gens qui ont commencé à soutenir que tout ça était un coup monté par l'administration Obama pour permettre de faire des lois anti-armes, etc., et qui ont persécuté les parents pour leur faire avouer qu'ils étaient des comédiens, etc. Bref, je passe sur ce truc absolument sordide, mais au bout du compte, vous pouvez très bien être face à une thèse qui semble être admise depuis toujours, où il n'y a aucun souci, aucun doute. Alors évidemment, je suis incapable de vous prouver que la Terre est ronde
mais bon, a priori, ça est assez bien établi quand même. Mais vous pouvez vous trouver devant la thèse la plus évidente, la plus courue qui soit, mais si vous avez décidé de soutenir la thèse inverse, vous allez de toute façon trouver des gens qui vont être d'accord avec vous, et qui vont se dire et vous dire « Ah, j'avais jamais osé le dire, mais je pense que... » Voilà. Bon. Et donc ça marche à tous les coups, puisque un tel raisonnement complotiste, en fait, hein, il fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en fait, il impose la charge de la preuve à l'adversaire, c'est-à-dire à celui qui détient la thèse plus ou moins, entre guillemets, officielle. Sauf qu'évidemment, cette thèse, elle est évidemment... Enfin, cette preuve, on peut être incapable de l'établir, bien évidemment. Pesquet le dit bien, je ne réponds même pas, je ne peux même pas répondre. Ça vous désarme totalement d'avoir des gens qui soutiennent ce genre d'absurdité. Donc c'est même pas la peine d'essayer de... Parce que de toute façon, c'est comme le paranoïaque, hein, il va trouver matière dans la contradiction pour confirmer. C'est bien ce qui prouve que j'ai raison. Hein, ça fonctionne comme ça. Je termine ce point avec, pour paraphraser un petit peu Spinoza, vous savez, l'adepte du complotisme, en fait, il ne croit pas à l'information parce qu'elle est bonne, mais c'est parce qu'il désire croire à l'information qu'il la juge bonne. Donc tout part de lui, en quelque sorte. Hein. Je termine par une dernière illustration, j'ai débordé, moi aussi je suis bavard. Je termine par une dernière petite illustration qui aussi est un peu à la mode ces temps-ci, qui est l'illustration par le populisme. Le thème du populisme. Alors c'est un thème délicat, hein, on ne va pas faire de politique bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut essayer d'évoquer un peu. À savoir que cette disqualification du discours dit officiel, elle a permis beaucoup ces derniers temps à une parole soi-disant nouvelle d'apparaître, et en particulier en politique. Alors ce qui est drôle, c'est le nom que ça porte, cette parole. C'est ce que l'on appelle le parler vrai. C'est ce qu'on appelle le parler vrai. Alors, ce qui est absolument génial ici, c'est que le parler vrai n'a évidemment rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité, ça a à voir seulement avec la manière politiquement incorrecte avec laquelle on parle, dans laquelle on parle. C'est-à-dire que le contenu est totalement improbable, le contenu est absolument sidérant, etc. Mais c'est simplement le fait de pouvoir dire quelque chose d'aussi énorme qui fait que ça plaît, ça marche, parce que c'est du parler vrai. Alors, le dernier exemple en date, je crois, hein, il y en a peut-être eu un autre depuis, mais c'est par exemple quand le président brésilien Bolsonaro dit à plusieurs reprises que Mme Macron est vieille et moche. Vous voyez le niveau de débat politique quand même. Alors oui, mais c'est du parler vrai, alors ça plaît à une partie de la population. Alors, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont absolument humiliés, qui ont présenté même leurs excuses à Mme Macron pour ça, mais... ah oui, mais c'est du parler vrai, parce que, ou alors quand Trump faisait sa campagne et qu'il avait insulté une journaliste. Alors Bolsonaro avait dû dire pendant la campagne aussi à une journaliste que de toute façon elle était trop moche pour la violer. Voilà. Hein, donc, alors ça s'appelle du parler vrai, dans le sens où, oui, mais il dit des choses que peut-être, enfin je sais pas si on le dirait, mais que les gens pensent qu'on pourrait dire de manière... moins contrôlé si on n'était pas dans le politiquement correct. Donc au moins ils ont le mérite, les Trump et compagnie, de dire des choses qui ne sont pas contraintes par le politiquement correct. C'est ça le parler vrai. Bon, voilà, c'est assez pathétique, mais c'est comme ça. Bon, ce qui veut donc dire dans ce cas-là que la question même de la pertinence, bien évidemment, la question même de la pertinence est totalement écartée. D'accord ? Elle ne se pose absolument pas dans le parler vrai, puisque c'est juste un certain type de parole très particulier, qui ne tire sa, je vais mettre plein de guillemets, légitimité entre guillemets, que d'une seule chose, c'est un discours qui détonne par rapport, parce qu'on dit des choses qui ne se disent pas d'habitude, parce qu'on tient un discours qui gêne la bienséance, qui bouscule les habitudes. Donc, ce qui veut dire que le public n'a même plus besoin en somme d'être d'accord ou de croire à quoi que ce soit de ce qu'on lui dit. Il lui suffit en fait, pour adhérer, d'avoir le plaisir d'entendre un discours qui scandalise les bien-pensants. Voilà, à partir du moment où vous avez ça, vous avez des gens assez étonnants qui sont au pouvoir des grands pays dans le monde maintenant. D'accord ? Donc voilà, insultes, propos sexistes, tout ce que vous voulez. Plus c'est gros, plus ça marche en fait. Hein. Bon. Alors, je termine. Ça veut dire que, alors évidemment, si tout discours populiste n'est pas nécessairement grossier quand même, hein,
Il n'empêche que le discours populiste, il n'en est pas moins fondé sur deux traits fondamentaux. Il y a quand même deux traits fondamentaux que j'évoque très rapidement. D'une part, la condamnation des élites, là aussi, que ce soit les élites politiques, intellectuelles, les journalistes, etc. Et la prétention à une forme de proximité avec le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, le populiste, c'est celui qui prétend s'adresser directement au peuple. D'accord ? Et qui, du même coup, donc, veut transformer les institutions pour qu'elles relèvent d'une démocratie réelle, directe, etc. Ce qui fait que le discours populiste, non seulement il peut être provocateur, encore une fois sans être nécessairement grossier, heureusement, il peut être provocateur, mais en plus il est souvent très tranché, il est forcément très simplificateur, et il est forcément démagogique. Mais ça, vous me direz, il n'y a pas que le discours politique, populiste en politique qui est un peu démagogique. Hein. Bon, ça, on est d'accord. Bien. Et ce qui fait que ça veut dire que le ressort, on comprend donc surtout que le ressort d'un tel discours, qui en quelque sorte vaut par lui-même, le discours populiste, il vaut par lui-même, il est considéré indépendamment de tout rapport au monde, de tout souci de vérité et de pertinence. Je donne un tout petit exemple pour terminer là-dessus. Vous avez peut-être entendu un tout petit peu parler ces temps-ci, enfin depuis quelque temps, du Brexit. Je ne prenais pas grand risque. Hein. Vraiment, pour ne pas en avoir entendu parler, c'est que... Enfin bon. Il y a un truc fascinant, par exemple, pendant la campagne en Grande-Bretagne, hein, pendant la campagne pour le Brexit, il y a eu, par exemple, un ministre conservateur qui était partisan du Brexit, qui avait justifié ses arguments qui étaient clairement et explicitement mensongers. On avait réussi à lui démontrer, à le faire admettre que ses arguments étaient parfaitement mensongers, et il avait répondu la chose suivante: « Facts don't work ». Autrement dit, les faits ne marchent plus. Les faits n'intéressent plus les gens. Ils sont fatigués des faits. Donc, comme c'est trop déprimant et trop anxiogène, eh bien en fait, les gens n'écoutent que lorsqu'on leur dit exactement ce qu'ils veulent entendre. Et donc, on va leur dire des mensonges, des trucs énormes, etc., etc. Et vous allez voir, ça va marcher. Bon, d'où la situation dans laquelle se trouvent les Britanniques aujourd'hui. Hein. Bon, alors, voilà, je conclus. Il semble que notre rapport à la parole dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde de la post-vérité, dans ce monde où la vérité n'est plus un souci aussi marqué qu'auparavant, eh bien, il semble que notre rapport à la parole risque d'être un peu vidé en quelque sorte de sa finalité première, qui est de nous permettre au contraire de penser le monde, et qui est de nous permettre de nous approprier le monde et de nous approprier nous-mêmes en quelque sorte, sur les deux points que j'ai évoqués auparavant. Une parole qui n'est plus proférée que pour elle-même, pour l'effet, l'impact qu'elle va avoir, qui est à elle-même son propre référent et qui prétend être vraie au-delà de toute vraisemblance. Moi, ça me fait penser à une phrase de Platon, quand il compare et quand il oppose le fou avec le sage. Et je terminerai donc sur cette phrase de Platon. Platon écrit la phrase suivante: « Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, le fou parce qu'il a à dire quelque chose. » Merci beaucoup de votre attention.